J'ai l'habitude de dire notamment aux étudiants, prime de risque négative, courage, fuyez. C'est un peu comme une... Au début, vous avez beaucoup d'effets avec peu de drogue, puis après il vous faut beaucoup de drogue pour avoir de moins en moins d'effets. Les Allemands ont une rigueur vis-à-vis de leur dette qui n'est pas la même que celle qu'on peut avoir en France. Si vous avez une obligation qui rapporte du 2%, s'il y en a une nouvelle qui est identique à la vôtre qui rapporte du 4%, vous aurez du mal à la revendre le prix que vous l'avez acheté. Les banquiers, pourtant intelligents, n'ont pas intégré une possibilité de baisse des prix de l'immobilier. Donc, à partir de ce moment-là, les banques centrales vont être innovantes. Elles vont rentrer dans une politique dite de quantitative easing. Baisser les taux, c'est forcément stimuler l'économie. De moment, le général de Gaulle s'est posé la question de savoir ce que ça valait tout ce dollar. Et si vraiment c'était convertible en or. Laurent Serra, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. On se retrouve aujourd'hui pour parler politique monétaire des banques centrales, pour parler soutenabilité de la dette et pour parler conjoncture. Avant ça, je vous propose peut-être de vous présenter dans un premier temps. Alors, écoutez, j'ai une expérience maintenant de plus de 20 ans sur les marchés financiers. Je suis directeur d'une société qui s'appelle Bayer Finance, spécialisée dans l'allocation d'actifs financiers, notamment pour les métiers de la gestion de patrimoine. Et par ailleurs, j'enseigne en école de commerce et dans différentes facs depuis plus de 10 ans. Je vous propose dans un premier temps qu'on parle donc de la politique monétaire des banques centrales, de par les fonctionnements, objectifs, historiques. Ça vous va ? Avec plaisir. Avec plaisir, on est là pour ça, je crois. Donc, écoutez, au niveau des politiques monétaires des banques centrales, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a deux qui prédominent sur les autres. C'est la Fed, donc la Federal Reserve, qui est la banque centrale américaine, et la banque centrale européenne. Voilà, donc ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que ces banques centrales ont toutes été créées suite à des crises. Donc pour la Banque centrale américaine, suite à la crise de 1907, donc ça commence à remonter maintenant, oui. Effectivement. Et donc via une loi, le Owen Glass Act, en 1913, elle a été créée avec pour mission 3 missions qui sont la stabilité des prix, le plein emploi et des taux à long terme modérés entre guillemets. Okay. Donc vous voyez des missions déjà multiples. La Banque centrale européenne, c'est un peu différent, puisque la Banque centrale européenne a été créée plus récemment. C'est issu des accords de Maastricht de 1992, avec une mise en place réelle en 1999 et le passage à l'euro. Alors pourquoi c'est différent ? Déjà parce que on avait une hétérogénéité au niveau régional, géographique différente des États-Unis à l'époque, et puis parce que on avait un historique sur la Banque centrale européenne et une prédominance de la pensée allemande. Donc, de ce fait, le principal objectif de la Banque centrale européenne, c'est de maintenir les taux sur des niveaux de 2%. On parle de juguler les taux à 2% pour utiliser des termes précis. Il faut savoir que les Allemands ont été vraiment traumatisés par les années 20, la crise du Reichsmark. Donc, ça a été une période d'hyperinflation pour eux suite à la Première Guerre mondiale. Ça a amené évidemment une crise et derrière des dictatures, enfin une dictature qu'on connaît un peu trop. Oui. Et donc les Allemands ont toujours été traumatisés, même si ça remonte vraiment il y a longtemps, ont été traumatisés par cette période-là. Et donc la stabilité des prix était pour eux l'objectif principal. Et comme c'était la première économie européenne, évidemment que leur avis a pesé sur la politique de la Banque centrale européenne et sur ses prérogatives. Alors dans les faits, quelle est la conséquence de ces différents objectifs entre la BCE et la Fed ? C'est que la Fed, elle a une mission plus équilibrée. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas uniquement l'inflation. La Banque centrale européenne, c'est vraiment une inflation à 2%. Sur la Fed, elle peut être plus, alors on dit dovish en anglais, c'est-à-dire plus accommodante sur sa politique vis-à-vis de l'inflation, puisqu'elle a également d'autres missions. Donc, elle va regarder effectivement si l'emploi est sur des niveaux favorables à l'activité économique. Elle va regarder la tendance des taux à long terme. Donc, c'est une politique plus pragmatique et donc plus réactive. Et là où la Banque centrale européenne a longtemps été considérée comme dogmatique, et pas forcément pro-business ou pro-économie. Elle met plus de temps à réagir, oui, que la Fed. C'est ça. Elle met plus de temps à réagir et de temps en temps, elle peut réagir à contre-courant. Ça a été le cas notamment dans la crise qu'on a appelée du printemps arabe, donc en 2011, avec donc des famines notamment qui sont parties d'Égypte et puis après qui ont contaminé l'ensemble du Maghreb et avec donc la révolution en Tunisie également. Et là, la Banque centrale européenne, face à une hausse des matières premières, a remonté ses taux, même si l'activité économique ralentissait.
Ce qui n'a pas du tout été le cas de la Fed, qui elle est restée sur des niveaux de taux bas. C'est ce qu'on voit sur l'historique. Quand on reprend l'historique depuis la création au niveau de la Banque Centrale Européenne, donc depuis 99, et qu'on compare à la Fed, vous regarderez sur 2011-2012, effectivement, on a ces petites différences de hausse de taux. Et même très récemment, on a vu qu'elle a maintenu ses taux assez hauts, alors que la croissance en Europe stagnait, ce qui n'a été pas le cas, par exemple, aux États-Unis avec la Fed. La croissance va bien aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe, et on voit que malgré tout, elle met du temps à baisser ses taux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors aujourd'hui, on a les banquiers centraux ont beaucoup appris de la crise de 2008. Donc aujourd'hui, on a une politique monétaire au niveau de la BCE qui est prudente. Qui est prudente, mais qui est quand même plus pragmatique que ce qu'elle a été par le passé, notamment du temps de Jean-Claude Trichet, puisque là on parlait de Jean-Claude Trichet. Et Christine Lagarde et son prédécesseur sont plus pragmatiques sur l'approche économique et monétaire. Et il y a aussi une vraie coordination entre les banques centrales. De manière empirique, on a toujours la Fed qui agit, que ce soit à la hausse ou à la baisse sur les taux, avant que la Banque Centrale Européenne lui emboîte le pas. Oui. Il y a aussi aujourd'hui une réflexion supplémentaire au niveau des banquiers centraux, qui est la stabilité des devises. Oui. Et en fait, quand vous avez un différentiel de taux qui est trop important en faveur d'une devise ou d'une autre, forcément vous en avez une qui s'apprécie énormément et l'autre qui a tendance à se déprécier. Et ça a un impact sur les échanges internationaux, les échanges commerciaux. Donc c'est également un facteur pris en compte par la BCE. C'est un facteur pris en compte, c'est surtout comme je le disais, une coordination des banquiers centraux pour éviter une trop forte volatilité au niveau des monnaies. On va vous mettre à l'écran un slide concernant l'historique des taux de la BCE et de la Fed. Je vous propose qu'on en parle maintenant. Oui. Alors effectivement, on a commencé à l'évoquer. On le voit sur cette période de 2010-2011 où vous avez une petite hausse de taux supplémentaire au niveau de la BCE en bleu qu'on ne constate pas au niveau de la Fed sur le graphique en rouge. Donc on voit effectivement sur ce graphique rouge qui représente le graphique des taux de la Fed une réactivité plus importante. Les taux baissent beaucoup plus rapidement aux États-Unis qu'en Europe. Parce que effectivement la problématique inflationniste au moment où on connaît la plus forte récession aux États-Unis depuis 1929 n'est pas une préoccupation pour la Fed. Elle est prête à laisser partir l'inflation et ce qui l'intéresse, c'est de stimuler l'activité économique. Au final, elle aura parfaitement raison et c'est pour ça que la BCE d'ailleurs suivra ce mouvement parce que l'inflation ne sera pas du tout un problème sur cette période, ça sera même la déflation. Le fait d'avoir une crise économique très importante, ce qui avait été le cas d'ailleurs en 1929, c'est-à-dire qu'on avait aussi des effets déflationnistes, où on les a connus au Japon dans les années 90 également, sur des grandes crises financières comme ça, vous avez une baisse de la consommation et donc une baisse des prix. On a d'ailleurs eu des taux négatifs depuis 30 ans au Japon, sur la Banque centrale. Oui. Jusqu'à récemment, c'était la dernière banque centrale du monde à avoir des taux négatifs, c'est plus le cas maintenant. Alors des taux plutôt à zéro, oui. Parce que les banques centrales ne pratiquent pas les taux négatifs de manière réelle. C'est l'incidence de taux zéro à court terme peut entraîner des taux négatifs sur les emprunts d'État à long terme. Okay. C'est ce qu'on a connu effectivement au Japon dans les années 90 après l'explosion de la bulle immobilière et boursière, et c'est ce qu'on a connu sur cette fameuse période qui s'étale de 2012-2013 jusqu'à fin 2021. Au niveau des objectifs, on a mentionné qu'il y avait des objectifs différents entre la BCE et la Fed. Est-ce que vous pensez pas qu'au final la BCE devrait se calquer sur la Fed et avoir des objectifs similaires et ne pas prendre en compte simplement ces 2% en fait? La grande différence entre ces deux banques centrales, c'est que il y en a une qui répond à un seul État, les États-Unis. Oui. Il y en a une qui doit faire le grand écart. Oui. L'autre, qui doit faire le grand écart. La BCE en l'occurrence. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, l'Allemagne n'a pas du tout aujourd'hui les mêmes critères et les mêmes objectifs que peut l'avoir l'Italie, l'Espagne ou la France. On parle souvent de pays du Sud et de pays du Nord au niveau de la Banque Centrale Européenne et de divergence et d'opinion et de point de vue sur la politique monétaire à mener. On a des économies qui, dans le nord de l'Europe, permettent aujourd'hui des endettements au niveau des États qui sont plus faibles, alors que notamment pour l'Allemagne, mais également pour les Pays-Bas. Oui. Pas forcément pour la France. Et pas forcément pour la France, puisque c'est un sujet qui devient d'actualité en cette fin mars et surtout au mois d'avril, puisque le déficit budgétaire qui est sorti hier. Voilà, alors déficit budgétaire et également à bien garder en tête pour les prochains jours, parce que ça va se décider en avril, mais 2 agences de notation sur 3 doivent revenir sur la notation de la France. S&P qui donnait double A, il me semble.
Ouais, tout à fait. Donc à suivre. Évidemment, Bruno Le Maire est très attentif aux agences de notation, parce que ça permet la stabilité des taux à long terme pour les emprunts d'État. On y reviendra également, mais évidemment qu'il y a un lien entre banque centrale et taux d'aide d'État. Alors une fois que les taux sont à zéro, quelle est la possibilité pour une banque centrale d'influer sur l'économie? Une fois qu'on est à zéro, comment on fait? Mais c'est une très bonne question. C'est sans précédent ce qui s'est passé donc à partir de 2008-2009, parce qu'effectivement, avec la crise des on le voit sur ce graphique. Hein, c'est vrai que sur la précédente crise, qui était déjà très importante, qui était une crise issue de la bulle techno de 2000, et qui avait déjà amené la Fed à des taux de 1%, ce qu'on n'avait jamais vu. Hein, c'était très faible, ça n'avait jamais été fait. Ça a sans doute créé d'ailleurs la bulle ultérieure, hein, c'est-à-dire la bulle sur l'immobilier, puisque les gens ont pu emprunter pas cher aux États-Unis, et donc ça a stimulé une hausse des prix. D'où cette crise des subprimes. Mais finalement, même remède appliqué, sauf que là, le remède n'est pas suffisant. C'est-à-dire que malgré des taux à zéro, l'activité économique ne repart pas, et les banques centrales sont plus aux prises avec des problématiques de déflation que d'inflation. Donc, à partir de ce moment-là, les banques centrales vont être innovantes. Et elles vont rentrer dans une politique dite de quantitative easing. Alors, le quantitative easing, c'est quoi? C'est quelque chose qui, justement, avait été totalement oublié avec des banques centrales indépendantes, et c'est pour ça qu'on avait fait des banques centrales indépendantes, parce que par exemple la Banque de France était indépendante jusque dans les années 70, et c'est Pompidou qui a décidé de la rendre indépendante à ce moment-là, parce que les banques centrales peuvent être amenées par la création de monnaie à acheter des actifs, et notamment pour stimuler, voilà. Alors, ou pour stimuler l'économie, ou pour la solvabilité et donc la confiance dans l'économie de la part des agents économiques, la possibilité d'acheter de la dette. Alors, ça peut être de la dette d'État, ça peut être d'entreprise, ça peut être aussi du financement des banques, hein. Très important aussi, puisqu'il faut que les rouages fonctionnent. Une banque centrale, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais une banque centrale, son rôle, c'est aussi d'alimenter l'économie en monnaie. Si vous avez très peu de monnaie en circulation, vous avez très peu d'activité économique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les banques commerciales qui peuvent avoir cet effet de levier. Et donc, avec 1 euro emprunté à la banque centrale, prête 3, 4, 5, 6 euros à l'économie réelle. Donc, cette quantité de monnaie, c'est la théorie de Milton Friedman. Et d'ailleurs, les banques centrales européennes et américaines sont basées sur cette théorie de la quantité de monnaie en circulation, chère à Friedman, donc l'école de Chicago les années 80, les Chicago Boys on les appelait. Voilà, c'était le MIT. Et c'est vrai que les banques centrales à ce moment-là donc se sont dit j'ai mis les taux à zéro. Pour autant, les banques commerciales ont tellement peur aujourd'hui de la situation qu'elles ne sont pas prêtes à m'emprunter de l'argent à zéro pour le prêter à l'économie. Donc en fait, ça restait en circuit fermé et ça n'allait pas dans l'économie et donc rien ne se passe et donc la croissance économique n'est pas là et la récession se poursuit. Et donc là, une fois de plus, la Fed a été la première à être réactive et a décidé ce fameux quantitative easing. En quoi il consistait? Le premier, c'était racheter de la dette américaine, donc de la dette d'État, hein, ce qu'on appelle les treasuries aux États-Unis, afin... À noter par contre que c'est pas en direct. Elle l'achète pas en direct auprès de l'État, mais auprès des banques commerciales. Les obligations de dette d'État. Alors, je suis pas d'accord avec vous. Ah bon? Non, okay. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Aujourd'hui, il faut savoir que la Banque Centrale Européenne possède dans ses comptes 25% de la dette totale des pays européens. Mais c'est via des obligations, mais qu'elle achète auprès des banques commerciales, pas en direct auprès des États. Ah oui, vous avez raison sur ce point-là. Tout à fait. Oui, vous avez tout à fait raison sur ce point-là. C'est-à-dire qu'effectivement, elle ne participe pas aux émissions. Exactement. Elle ne participe pas aux émissions, donc elle n'est pas sur le marché primaire. Elle est uniquement sur le marché secondaire. Donc elle intervient directement, en fait, sur le marché obligataire, comme on pourrait acheter de l'action. Mais la conséquence est la même, au final. La conséquence est totalement la même, puisque, en fait, vous avez un acheteur de dernier ressort. Mario Draghi utilisera cette phrase « whatever it takes » en 2012 pour effectivement faire la même politique à un moment où les taux italiens et espagnols sont à 7%, ce qui permettra de baisser les taux, redonner confiance à la fois dans la dette européenne, dans la cohésion de l'Europe, puisque à l'époque on parlait de sortie de l'Italie, de l'Europe, du Portugal, on parlait des PIGS, hein, Portugal, Irlande, Grèce, etc. Aujourd'hui se porte plutôt bien. Ce qui se porte plutôt pas mal. Les rôles sont plutôt inversés. Ouais, c'est vrai. Et donc la Banque centrale, en fait, en allant sur le marché secondaire, va faire baisser les taux. Baisser les taux, c'est forcément stimuler l'économie. D'une manière ou d'une autre, parce que là, en plus, on intervient sur de la dette d'État. Donc, ça va permettre aux États
d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires. Et de soutenir l'économie, ouais. Si vous empruntez à 7%, votre budget est vite grévé par les intérêts d'emprunt. Si vous empruntez à 0, finalement, votre dette vous coûte rien. Il y a plus de marge de manœuvre. Et on a des stocks de dette importantes. Donc c'est vrai que en ayant, comme vous le dites, ces marges de manœuvre supplémentaires, les États ont pu aussi participer à cette relance de l'économie. Notamment, on parlait de primes à la casse qui ont été faites sous Sarkozy pour relancer le secteur automobile, des éléments comme ça, entre autres. On va passer sur une nouvelle slide, cette fois qui parle des opérations non conventionnelles des banques centrales post-Covid et de la quantité. Il y a sujet là-dessus, je pense. Un vrai sujet. On vous affiche la slide à l'écran. Non, il y a un vrai sujet. En fait, effectivement, comme on le disait, à partir du moment où la Banque centrale européenne sort de sa politique monétaire conventionnelle pour aller sur une politique monétaire non conventionnelle, elle augmente son bilan. Donc, c'est ce qu'on peut appeler la planche à billets. C'est ce qui a été appelé la planche à billets et que beaucoup de personnes ont décrié. Il y avait 2 solutions finalement en 2008. Il y avait accepter ce qu'on appelle l'hiver de Kondratiev. Mais on connaît les conséquences, puisque la dernière fois qu'on avait connu un hiver de Kondratiev, c'était les années 20, les années 30, la Grande Dépression, et qui derrière a entraîné des mouvements sociaux importants, des votes souvent aux extrêmes, que ça soit à droite ou à gauche, et ça s'est terminé par une guerre mondiale. Donc forcément, les banques centrales, les personnes qui les dirigent et qui les conseillent sont au fait des conséquences qu'il peut y avoir d'une grave crise économique, et donc ont voulu sauver le système. Le système pouvait se purger, c'était simplement que les banques étaient en faillite. Tout simplement, il y avait des subprimes partout, les banques voulaient plus se prêter entre elles, les prix de l'immobilier avaient fortement baissé, donc vous aviez des banques qui en garantie avaient de l'immobilier mais qui avaient énormément baissé, donc ça suffisait pas à leur permettre d'avoir des fonds propres positifs, fonds propres négatifs, vous êtes en faillite. Là, c'est la purge du système, ce qu'on appelle l'hiver de Kondratiev. Donc la décision a été prise plutôt de sauver le système existant en garantissant totalement les actifs financiers. Pour garantir ces actifs financiers, les banques centrales ont dû augmenter énormément les bilans. L'augmentation du bilan dans un système de change flottant, c'est forcément la planche à billets. Dans un système de change fixe, on est avec ce qu'on appelle les talons or. Là, sur un système de change flottant, c'est la création de puissance monétaire. Donc, ce qu'on voit sur ce fameux graphique, c'est que le problème, c'est que beaucoup le disent, c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire que au début, vous avez beaucoup d'effets avec peu de drogue, et puis après, il vous faut beaucoup de drogue pour avoir de moins en moins d'effets. Et ce graphique, il est révélateur puisque c'est un graphique qui commence avant la crise financière, et on voit effectivement un petit saut sur 2008-2009. On donc, va en avoir après. Et ce petit saut, c'est quand même déjà triplé le bilan des banques centrales, donc c'est déjà quand même quelque chose de massif. Et puis finalement, la crise n'arrivant pas à se résoudre par elle-même, les banques centrales sont obligées de continuer à alimenter le système, à injecter de la monnaie dans le système. Et ce qui est particulièrement prenant et visible sur ce graphique, c'est que quand on voit ce qui a été injecté au moment du Covid, pour le Covid, alors évidemment, ça a été une crise le Covid. On va pas nier cette crise, pas du tout. C'est pas l'objet du débat. Mais quand on voit la quantité de monnaie supplémentaire qu'on a été obligé d'injecter au travers d'une hausse de bilan des banques centrales pour le Covid, on se rend compte qu'effectivement, les shoots de drogue doivent être de plus en plus importants pour avoir un effet dans l'économie. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais que les banques centrales, la Federal Reserve, je crois qu'elle est aujourd'hui à peu près à 30%. De détention de la dette totale des États-Unis. La Banque centrale européenne est à 25 et le Japon, qui a commencé bien avant nous, a dépassé les 60. Okay. Avec une dette évidemment au Japon qui est beaucoup plus importante. Une dette en pourcentage du PIB qui s'approche des 300% au Japon. Alors qu'on est autour des 100% aux États-Unis et la France également autour des 100%, l'Allemagne 60, 140 pour l'Italie. Au-dessus malheureusement pour la France. Alors au-dessus de critères qui ont été définis à l'époque Maastricht, parce que c'est vrai que dans les accords de Maastricht, il n'y avait pas que la création de la Banque centrale européenne, il y avait aussi une rigueur budgétaire à avoir, qui était donc 3% de déficit et 60% de dette publique. Et pardon. Seule l'Allemagne l'a conservé cette. Oui, pas toujours. Cette rigueur. Pas toujours, parce que il faut savoir que la crise en Allemagne en 2008 a été plus importante au niveau économique que en France, parce que la France, on a des stabilisateurs, notamment parce qu'on a beaucoup de dépenses publiques. Donc, lorsque vous avez une récession, vous avez ces stabilisateurs qui permettent une constance du pouvoir d'achat et donc de lisser un petit peu les crises. Alors évidemment, on lisse également les périodes de croissance. On a en général moins de croissance que les autres, mais on a pour autant
moins de récession lorsqu'il y a une récession mondiale. L'Allemagne a une récession parmi les plus importantes, à peu près à 8%, et à ce moment-là était largement en dehors des critères de Maastricht. Okay. Voilà. Et depuis, elle est revenue effectivement, même sur un excédent budgétaire ces dernières années avec la croissance économique, croissance qui se ralentit actuellement. Oui. Justement parce que quelque part, on a l'impression qu'elle refuse de s'endetter en fait pour relancer la croissance, ce qui est plus le cas en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On revient sur le même sujet. sur ce fameux sur ce fameux sujet qui est historique et qui fait que les Allemands ont une rigueur vis-à-vis de leur dette, vis-à-vis de leur monnaie, qui n'est pas la même que celle qu'on peut avoir en France. Après, on a également une différence démographique, à ne pas oublier. Oui, c'est que quand vous avez des pays où aujourd'hui il y a un taux de natalité qui est très faible, vous avez forcément moins de dépenses au niveau de l'État. Donc vous avez une réduction de la population quasiment en Allemagne, en tout cas prévisible. Là, vous avez un taux de natalité, même si notre président s'est inquiété de la natalité française et de la fertilité française récemment. Pour autant, on a quand même un taux de natalité qui est 2 fois supérieur, si je dis pas de bêtises, à l'Allemagne. Donc les dépenses sont pas non plus les mêmes. À long terme, est-ce que vous voyez ça comme problématique du coup, ce recours aux politiques non conventionnelles des banques centrales? Alors d'abord, évidemment, on en sort, hein. C'est-à-dire que l'année 2022 a été une sortie douloureuse. Ben Bernanke avait voulu sortir en 2015, je crois. 2015, oui, fin 2015, début 2016, ça avait tout de suite engendré un crack. Je crois qu'il avait essayé fin 2013, il a essayé fin 2015, et à chaque fois, on avait un crack sur les actions, et enfin un crack. Une baisse prononcée, c'était pas non plus des baisses de 50%, mais des baisses d'une vingtaine de %, dès lors que la politique monétaire se voulait plus restrictive. Parce que, encore une fois, les marchés financiers sont shootés à la création monétaire. Le problème à long terme, en fait, si vous voulez, si on était l'Argentine, on aurait de gros problèmes depuis longtemps, et l'Argentine a déjà de gros problèmes sans pratiquer quantitative easing. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, personne n'a confiance dans le peso argentin. Donc tout le monde veut du dollar. Donc c'est une monnaie sur laquelle les investisseurs internationaux ne sont pas investis. Si l'Argentine veut emprunter de l'argent, elle doit emprunter en dollars, pas en peso. Et donc elle se retrouve de temps en temps, dès lors que le peso baisse trop, à avoir une dette qui s'alourdit énormément en dollars. Dette qui devient insoutenable et qui la pousse à la faillite. C'est pour ça que ça arrivait plusieurs fois. Ça arrive quand on est un pays, qu'on n'est pas un pays majeur de l'économie. Là, on parle de 2 zones économiques parmi les plus importantes. Et en fait, si vous n'aviez qu'une seule zone qui pratiquait ce quantitative easing, elle verrait sa devise baisser et sans doute des problématiques de refinancement de la part des investisseurs internationaux. À partir du moment où vous avez le Japon, l'Angleterre, les États-Unis, l'Europe qui pratiquent le quantitative easing, finalement, vous choisissez moindre mal. En termes de devises, c'est pour ça que d'ailleurs on parlait de devises tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on se retrouve sur des devises qui fluctuent très peu finalement. On a eu plus de fluctuations sur les devises, notamment la parité euro-dollar, avant la crise de 2008 que depuis cette crise de 2008, où on se retrouve dans des canaux assez faibles, entre 1,05, 1,15, là déjà depuis plusieurs années, pour la parité. Donc le problème en lui-même peut se poser à long terme, peut se poser si on avait des pays détenteurs de devises qui ne voudraient plus acheter notre dette, mais c'est déjà le cas. En fait, il faut savoir que le quantitative easing a été aussi accéléré, notamment au niveau des États-Unis, parce que la Chine n'achète plus de dette américaine. Donc à un moment donné, la Fed vient remplacer des prêteurs classiques, c'est-à-dire notamment en général le Japon, la Chine, c'est-à-dire très souvent des économies qui ont des balances commerciales excédentaires et qui donc récupèrent de la devise et qui placent cette devise dans des obligations d'État. Voilà. Et ça, c'est vrai que la Chine s'est retirée de ce marché, n'achète plus de dette. Le Japon a d'autres problèmes, donc ça se raréfie. La transition est toute faite, puisque notamment, donc on a parlé de la politique monétaire non conventionnelle, on a rebasculé sur une politique monétaire conventionnelle en 2022. Donc à la suite, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais à la suite donc du Covid et à la suite du conflit russo-ukrainien, comment vous voyez la situation ? Sur cette situation, il faut déjà faire un état des lieux. Oui. Donc pour cela, on a le graphique qui s'affiche, graphique qui montre déjà historiquement ce que représente cette hausse des taux par rapport aux hausses des taux qu'on a connues précédemment dans l'histoire. Et quand je dis précédemment dans l'histoire, on remonte sur le XXe siècle. Donc c'est quelque chose d'assez parlant. Oui, jamais les taux, historiquement, ne sont remontés aussi vite et de manière aussi intense. Donc évidemment, la situation exceptionnelle à chaque fois, mesure exceptionnelle. Donc que ça soit dans la rigueur, comme c'est le cas actuellement, comme ça a pu l'être dans le côté accommodant,
par le passé. Ça, c'est déjà l'état des lieux qui est important. Donc ça a tout changé. Ça a tout changé, évidemment. Ça a des répercussions partout, on le voit. Donc des répercussions notamment, on le voit sur des classes d'actifs. Sur le marché obligataire notamment. Alors le marché obligataire qui a connu une année affreuse en 2022, dû à cette remontée de taux. On a des indices internationaux qui ont perdu entre 16 et 20% en fonction des indices et en fonction surtout des maturités. Parce que pour rappel, du coup, quand les taux montent, les obligations actuelles en fait baissent en termes de valeur. Si vous avez une obligation qui rapporte du 2%, s'il y en a une nouvelle qui est identique à la vôtre, qui rapporte du 4, vous aurez du mal à la revendre le prix que vous l'avez acheté. Forcément, les acheteurs voudront la nouvelle. Pour le même risque, la rentabilité est inférieure, donc mécaniquement, le prix baisse. Donc si vous avez besoin de revendre et que vous allez effectivement sur le marché secondaire, les acheteurs vont vous dire je vous l'achète pas 100, je vous l'achète 90 pour compenser la hausse des taux. 90, 85, 88, peu importe. Voilà, donc effectivement, une hausse des taux entraîne une baisse du prix des obligations. Et il y a beaucoup de dettes aujourd'hui. Dette publique, on vient d'en parler, dette privée. Donc c'est une classe d'actifs qui est très très importante. C'est une classe d'actifs qui est prédominante sur les marchés financiers et qui impacte tout le reste. Parce que lorsque vous avez une hausse des taux, alors les actions évidemment, mais également l'immobilier, quand vous aviez des taux à zéro, un appartement parisien à 2 ou 3% de rentabilité brute, finalement vous terminez à peu près la moitié en rentabilité nette une fois que vous avez enlevé la fiscalité, la taxe foncière et tout le reste, mais 1,5 c'est mieux que zéro. Quand vous avez des taux courts qui sont à 3 ou 4, pourquoi vous voulez qu'un investisseur s'embête à investir dans de l'immobilier alors qu'il peut tranquillement rester assis dans son canapé sans avoir de problème d'assemblée générale, de fuite d'eau et autres, et de locataires et de problématiques de paiement des loyers, de vacances locatives parce qu'ils trouvent pas un locataire. Donc voilà, forcément, ces gens-là disparaissent du marché, ne sont plus acheteurs. Ensuite, vous avez primo-accédants. Les primo-accédants, eux, viennent se refinancer auprès de banques commerciales. Banques commerciales qui elles-mêmes se refinancent auprès des banques centrales, c'est ce qu'on disait. Donc dès lors qu'on a des taux à 3 ou 4, sur le court terme, sur les banques centrales, forcément il y a une répercussion des taux d'emprunt pour les particuliers au travers des banques commerciales. Ça c'est évidemment ce que tout le monde a vu. Donc effectivement, l'immobilier, et on l'avait oublié, est une classe d'actifs à risque et une classe d'actifs sur laquelle on peut perdre de l'argent. On l'a oublié rapidement parce que pourtant 2008 c'était il y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais 2008 ça avait plus affecté les États-Unis. Et mécaniquement ça s'était reporté sur le reste du monde, mais. Oui, mais en fait, la crise de 2008, au niveau immobilier, impacte fortement les prix aux États-Unis. D'abord parce qu'ils empruntent beaucoup à taux variable et parce qu'en plus, ils ont des systèmes d'hypothèques et de créances rechargeables. Donc, ils s'endettent encore plus dès lors que les prix de l'immobilier montent. Donc, c'est le cercle vertueux quand les prix montent de l'immobilier. Quand le prix baisse, la banque vous dit non, là je peux plus vous prêter. Et au contraire, votre maison, je vais vous la saisir parce que j'ai plus assez d'argent pour me couvrir sur le risque que je vous ai octroyé au départ. Mais en Europe, la crise de 2008 a été une crise financière, mais n'a pas été une crise immobilière. Les prix immobiliers sont stabilisés, ont baissé légèrement, mais dans une ampleur bien moindre que ce qu'on commence à connaître aujourd'hui. Ça a été le cas. C'est notamment par la titrisation, peut-être qu'on peut en parler. Au niveau des subprimes ? Oui, alors effectivement, alors si on veut rentrer dans le détail de cette crise de 2 minutes, mais là on sort un peu du domaine des banques centrales, mais effectivement, il y avait un principe de titrisation, c'est-à-dire que il y avait un problématique d'agence de notation avant tout, d'ailleurs, puisque en fait, ce qui a été fait, c'est que on a les Américains, les banques américaines ont créé des produits sur lesquels ils ont fait des packages de dettes de ménage. Donc au lieu d'avoir simplement un créancier dans le Milwaukee, vous en aviez un à Boston, etc. Vous en aviez à New York, à Chicago, peu importe, et on faisait un paquet. Et ce paquet était évidemment noté par une agence de notation, donc parmi les 3 qu'on connaît bien, Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Et ces agences de notation sont payées par les émetteurs de ces produits qui sont les banques. On voit le conflit d'intérêts arriver. Voilà, exactement. Et donc, on a attribué des notes bien trop élevées, notamment des notes investment grade jusqu'à AA sur des produits de ce type, alors qu'au final, à l'intérieur, on avait évidemment des emprunteurs subprime, parce que prime, ça veut dire qualité, donc sub en dessous de la qualité, et qui n'avaient pas des revenus suffisants pour rembourser leur immobilier, et qui ne comptaient que sur une hausse du prix de l'immobilier pour pouvoir rembourser leur dette. Et c'était, j'achète, je fais, comme on dit, une culbute, et puis j'achète autre chose, et ainsi de suite. Et ce qui est assez étonnant, c'est que des banquiers, pourtant intelligents, dans ce système de subprime, n'ont pas intégré, dans vraiment leur système de risque, n'ont pas intégré une possibilité de baisse des prix de l'immobilier. C'est pour ça que c'est intéressant quand même quand on en parle, parce que c'est quelque chose aussi qui commençait à être ancré, notamment en France,
sur cette stabilité et croissance éternelle des prix de l'immobilier. Et au final, non, on se rend compte que c'est une classe d'actifs sur laquelle, évidemment, comme on l'avait vu la dernière fois de manière plus massive en 1994, parce qu'il y avait une remontée de taux. Donc, même cause, même conséquence. 1994, gros crack sur les SCPI, notamment à l'époque, sur l'immobilier de manière générale, surtout l'immobilier de bureau. Connaît à nouveau ce type de phénomène. Bon, c'était important de parler de la titrisation parce que du coup, on a expliqué pourquoi c'était une crise financière plutôt qu'immobilière en Europe, notamment. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des actions. Oui. Puisque, évidemment, donc, on l'a vu, mais la prise de valeur des obligations, enfin, le rendement intéressant plutôt pour les obligations a eu un impact également sur les actions, puisque on avait des actions qui, alors là je généralise vraiment, mais on a des actions qui au final, les investisseurs sont devenus plus exigeants, puisque pour un certain risque, elles étaient plus exigeantes en fait parce qu'elles avaient en contrepartie 4 à 5% de rendement en obligations. Et donc quand elles avaient le même sur un actif risqué en action, quelque part, elles étaient plus réticentes pour y aller, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas ce qu'on connaît actuellement. On a des marchés financiers, enfin des marchés actions qui sont au plus haut, le CAC a passé les 8000 points. Oui, alors actuellement, mais il y a quelques mois, je pense notamment à des valeurs prudentes comme Sanofi, on a vu des résultats directement, sanction immédiate, 15%, alors que c'est censé être une valeur prudente et que ça arrive quand même rarement. Je suis pas sûr qu'on puisse rapprocher les résultats d'une société en particulier d'une problématique macroéconomique liée à une remontée de taux. Ce dont vous parlez, on l'a bien connu en 2022. Oui. Baisse des actions. Baisse de 30% du Nasdaq sur l'année. Oui. Voilà, par remontée de taux. Pourquoi le Nasdaq a été le plus affecté des indices? Parce que c'est l'indice le plus cher. Il y a sur les actions ce qu'on appelle la prime de risque. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez les bénéfices d'une société et vous le rapprochez de son prix. Ça vous donne ce qu'on appelle le price earning ratio, le PER. Et en fait, plus le PER est cher, plus évidemment l'action est chère. Le PER vous donne le nombre d'années pour rembourser votre investissement avec les bénéfices réalisés par la société. Dès lors qu'un PER est cher, ça veut dire que le nombre d'années est très important. Si vous avez 20 ans pour rembourser votre investissement, ça veut dire que vous allez faire du 5% par an. Si vous avez 40 ans, 2,5. Si vous avez 50 ans, 2%. Par contre, si vous êtes qu'à 10 ans, 10% de rendement. Et effectivement, le premier indice qui a fortement baissé, après il avait bien monté auparavant, notamment avec la crise du Covid, ça a été le Nasdaq. Pourquoi? Parce que cet indice, par construction, est cher, puisque ce sont des valeurs de croissance. On achète des valeurs d'avenir. Quand on citera pas forcément de valeurs en particulier, mais il y a beaucoup de valeurs de la nouvelle technologie qui aujourd'hui ne gagnent pas d'argent. Donc on est sur des paris sur l'avenir. Et donc cet indice, par construction, comme je le disais, est cher. Et quand vous payez 40 ou 50 fois les bénéfices, ça veut dire que vous attendez 2 à 2,5% de rendement, de la même manière que pour l'immobilier. Dès lors que les taux sont à zéro, vous pouvez toujours aller sur le Nasdaq. Quand les taux sont à 4, pourquoi aller chercher un actif qui risqué, comme vous le disiez, qui va me rapporter moins qu'un actif non risqué? C'est ce qu'on appelle la prime de risque négative. En général, j'ai l'habitude de dire, notamment aux étudiants, prime de risque négative, courage, fuyez. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vérifié notamment quand on était en 2000. Bulle spéculative énorme sur les actions et notamment sur les actions technologiques. On est arrivé à des PER qui tournaient autour de 25, 30. Donc des rendements attendus de 3 à 4%, et au final, on avait des taux sans risque qui étaient à 4,5-5. Voilà. Ça ne tient jamais très longtemps. La situation actuelle est différente, pour la bonne et simple raison que on anticipe aujourd'hui la fin de cette politique restrictive des banques centrales. D'où le rallye de fin d'année qu'on a connu. Exactement, et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que à partir d'octobre 2023, il y a eu ce qu'on appelle un pivot. C'est-à-dire que la Banque centrale, la Fed, a envoyé un message en disant... le forward guidance. Voilà, alors les forward guidance, les dot plots, pour ceux qui veulent taper un petit peu sur des moteurs de recherche et voir un petit peu plus loin par rapport à tous ces éléments-là, qui sont revus de manière mensuelle par le comité de la Fed. À partir d'octobre, il y a eu un message qui a été lancé au niveau de la Fed en disant... On est arrivé sur des niveaux de taux qui nous permettent de juguler l'inflation et on pense que l'inflation va rebaisser par la suite. Donc ça, c'était un message magnifique pour les marchés. C'est ça. Que ça soit les marchés obligataires ou les marchés actions. Parce que ça a aussi permis une forte baisse des taux. Je voulais justement en parler. Parce que du coup, beaucoup d'investisseurs se sont penchés sur les obligations à ce moment-là également. Parce que la valeur va encore augmenter. Si les taux baissent, la valeur de l'obligation va augmenter. Je sais pas ce que... Complètement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure à l'inverse, c'est-à-dire les taux montent, le prix des obligations baisse. Mais évidemment, si les taux baissent, le prix des obligations monte. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça s'applique pour les obligations, mais également pour les actions, et vous le disiez. Oui,
Complètement. Donc là, il y a eu ce double effet qui se coule, à la fois haussier action, haussier obligation. Même l'or, on va en parler par la suite, mais même l'or qui a connu. L'or obéit à d'autres règles. Là, ça a été vraiment un rallye lié au fait que dès lors que les taux des banques centrales vont baisser, on pense également que les taux longs vont baisser. Donc on peut être acheteur d'obligations, on peut être acheteur d'actions, on peut être capable de les payer plus cher. Si demain les taux de l'immobilier revenaient à 1%, vous auriez un nouvel afflux d'acheteurs et vous auriez des prix qui remonteraient. Exactement. Voilà. Après, ce qui est intéressant sur la situation actuelle, c'est que on est un peu dans la période. Je crois qu'il y a une pièce de théâtre qui s'appelle En attendant Godot. Là, on attend effectivement que ces paroles se transforment en faits. Et depuis le début de l'année, on a une divergence entre ce qui se passe sur le marché obligataire et le marché action. Sur le marché obligataire, on a regardé les statistiques d'inflation. Alors, il y en a deux, principalement. Il y a l'inflation au niveau de la consommation et l'inflation au niveau de la production. L'inflation de la production est censée être un indicateur avancé de l'inflation totale, de l'inflation de la consommation. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si vous produisez un produit plus cher d'un mois sur l'autre, il sera dans les rayons le mois d'après à un prix plus cher. Donc, en général, l'inflation commence par la production et après se poursuit par la consommation. À partir de là, le marché obligataire a arrêté de baisser en termes de taux. C'est-à-dire qu'il a arrêté de monter en termes de prix. Et on a des indices obligataires qui sont plutôt flat, comme on dit, c'est-à-dire qui ont des performances proches de zéro depuis le début de l'année. Alors que le rallye s'est poursuivi encore sur les marchés actions. Les actions, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs continuent à de toute façon anticiper une baisse de taux, même si, au final, par rapport à ce qui était prévu au départ et ce qui avait occasionné ce rallye dont vous parliez tout à l'heure de fin d'année, on se rend compte aujourd'hui qu'on sera sur des niveaux plus faibles. Je m'explique. On attendait 6 baisses de taux en fin d'année 2023. 6 baisses de taux. Alors en général, les baisses de taux, ça c'est aussi important de l'expliquer puisqu'on parle quand même des politiques monétaires des banques centrales, se font aujourd'hui par des pas de 0,25. Parce que ça permet de voir un petit peu comment cette baisse ou cette hausse de taux fait réagir l'économie et les différents agents économiques. Donc on n'essaye pas d'être trop brutal et d'aller de pas de 0,5 en 0,5. Donc les pas de 0,5 en 0,5 sont beaucoup plus rares. On les voyait d'ailleurs beaucoup plus avant la crise de 2008 si on reprend le premier graphique qu'on avait tout à l'heure. Donc aujourd'hui on procède par des pas de 0,25. Donc si on avait 6 pas de 0,25, ça veut dire qu'on attendait une baisse des taux au niveau de la Fed de 1,5% sur l'année 2024. Ce qui était massif. Et au final, comme les statistiques ne sont pas très favorables à un retour dans les rangs de l'inflation, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Je parle beaucoup des États-Unis, mais en Europe, on a la même situation. 6 baisses de taux sur 2024, soit 1,5%. Mais ça devait commencer plus tôt, puisque les banques centrales se réunissent une fois par mois. Et évidemment, lorsqu'elles changent de politique monétaire, elles veulent voir un petit peu l'influence que ça a sur l'économie réelle. Donc, en général, elles ne vont pas forcément de manière systématique baisser les taux tous les mois, même si ça peut être aussi de temps en temps l'occasion de pouvoir expliquer au marché ce qui va se passer et de rassurer un peu tout le monde. On n'en attend plus que 4, voire 3. Donc là, on attendait 1,5% de baisse de taux, on risque d'être limité à 0,75. Et les statistiques de mars ont montré une remontée de l'inflation aux États-Unis, que ce soit sur l'indice des prix à la consommation ou l'indice des prix à la production. Ça met la Fed dans l'embarras aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, c'est que ça met pas du tout dans l'embarras le marché action. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de réaction, c'est assez étonnant. Pas de réaction parce que ce que joue le marché action, c'est la tendance. C'est-à-dire, en fait, finalement, qu'il y ait une baisse de taux, 2, 3, 4, 5, 6, ce que le marché action ne veut pas entendre, c'est une hausse des taux. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais, parce que c'est très difficile d'avoir une analyse objective sur ce genre de choses, mais voilà. Parce que ce qui dérange la Fed aujourd'hui, c'est les chiffres de la consommation et du chômage. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une problématique d'inflation. Il y a également les facteurs d'inflation dont on a parlé de production-consommation, mais c'est vrai que les facteurs sous-jacents sont notamment le plein emploi. Dès lors qu'il n'y a pas de chômage, il y a plus de consommation. S'il y a plus de consommation, il y a plus de demande, donc les prix augmentent. Cette logique de plein emploi a un impact direct sur la consommation, et c'est vrai que la Fed regarde également les statistiques de l'emploi, et pour l'instant, elles restent bonnes. Ils sont assez résilients, ouais. Contrairement à l'Europe d'ailleurs. Contrairement à l'Europe où la France, on sait qu'on a connu un plafond ou plutôt un creux sur le taux de chômage et que le chômage repart légèrement. On voit qu'on a des chiffres économiques de croissance qui sont revus à la baisse en permanence, d'où d'ailleurs les dernières réactions et commentaires de Bruno Le Maire et les demandes d'économie et ce fameux premier pas de 10 milliards et puis qui en vient un deuxième. Du coup, la transition est toute faite. Maintenant, on peut parler de la dette française notamment. Donc, les chiffres sont sortis. On est un peu les mauvais élèves d'Europe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc 5,5% au niveau du déficit budgétaire. On a à peu près un PIB qui se situe aux alentours des 2700 milliards.
pour 3100 milliards de dettes. Compliqué. Compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Compliqué pour les banques centrales, parce que le thème reste quand même les banques centrales, hein, c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui. Compliqué pour les banques centrales, mais aussi quand même pour la France à long terme, parce qu'on peut faire... Oui, mais si vous voulez, encore une fois, les banques centrales ne sont pas idiotes. Oui. Donc, elles voient bien que des taux à 3 à 4% pour des pays très endettés, ce qui est le cas de la France, de l'Italie, n'est pas soutenable à long terme. C'est ça. Donc, les banques centrales ont bien été obligées, et d'ailleurs avec retard, ce qui explique la permanence de l'inflation actuelle, c'est que les banques centrales ont tout fait pour ne pas remonter les taux. Jérôme Powell parlait d'inflation transitoire encore fin 2021, alors qu'il y avait des chiffres d'inflation qui étaient en train de grimper. On a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine pour parler d'une forte hausse de l'inflation, mais la Banque centrale regarde plus ce qu'on appelle l'inflation core, c'est ça. C'est-à-dire l'inflation hors énergie et consommation. Hors énergie, matières premières, de manière générale, oui. Et donc, effectivement, elle était déjà en très forte hausse. Oui. Et finalement, ça a été l'occasion pour les banques centrales de dire, bon, on n'a pas agi jusqu'à présent, on va agir maintenant. Mais les banques centrales, aujourd'hui, sont dans une situation où non seulement elles possèdent de la dette d'État, donc dans leur bilan, quand même quelque chose sur lequel il faut faire attention, et en plus, évidemment, sont quand même pieds et poings liés avec les États. Donc, ces taux aujourd'hui qui demeurent à 3-4%, les banques centrales aimeraient bien trouver un prétexte pour pouvoir les baisser. Voilà. Parce que du coup, ça permettrait aux États de reprendre de l'air. Et la trajectoire de la dette française, puisque vous parlez de la trajectoire de la dette française, on sait que l'année prochaine, sur des niveaux de dette comme on a aujourd'hui et des niveaux de taux comme on a aujourd'hui, on se retrouvera avec pour premier poste le remboursement des intérêts. Il faut savoir que en 2000, je vais vous prendre un chiffre de milieu, mais en 2018-2019, les intérêts payés par la France représentaient moins qu'en 2007, au moment de l'élection de Sarkozy, et où notre Premier ministre François Fillon avait dit qu'il dirigeait un pays en faillite. Parce que quand vous avez des taux à 4% sur 60% de dette, bah ça vous coûte beaucoup plus cher de rembourser les intérêts que quand vous avez 80-90% de dette à zéro. Exactement. Et à noter également que depuis 2019, la dette française a augmenté de 800 milliards. On a eu cet effet Covid. Hein. Exactement. Donc cet effet Covid qu'on a vu sur le graphique d'augmentation des bilans des banques centrales a été également, évidemment, et a servi à financer la dette des États. Hein. Vous l'attribuez exclusivement au Covid, pour vous, cette augmentation de la dette? De cette ampleur, oui. Par contre, la tendance était déjà là. La tendance ne s'est jamais inversée. Le dernier budget à l'équilibre en France, c'est une nouvelle fois Pompidou, 1973, juste avant qu'il y ait la guerre du Kippour et qu'on ait une forte hausse des prix des matières premières et qu'on aura sur toutes les années 70, puisqu'ensuite on aura la révolution iranienne et on aura des prix du pétrole qui seront multipliés par 8 sur ces 6-7 années. Et pour vous, c'est faisable de revenir à l'équilibre ? Même de parler d'excédent budgétaire, je le dis pas très fort parce que en France on peut même pas l'évoquer. Je reste sur des aspects économiques. Les aspects politiques, il faut, je pense, avoir les chiffres. Il faut être en cœur du réacteur. Oui. Je n'y suis pas. Je peux avoir un avis comme tout Français. Voilà. C'est sûr qu'on peut tous avoir un avis sur ça, de savoir quelles sont les dépenses utiles, inutiles. Chacun aura son prisme. Mais sur un plan économique, en tout cas, et financier, il y a pas 36 solutions. C'est où on part, comme le Japon, mais ça continue à marcher. Hein. Ils sont rendus à des niveaux de taux pourtant les plus faibles au monde, oui, avec la dette la plus importante au monde. Qui achète la dette japonaise? Ça n'embête personne. Et de la création de monnaie, ça n'embête personne. Alors là, le yen, parce que ça c'est vraiment d'actualité, le yen a continué de plonger ces derniers jours. On arrive sur des plus bas jamais touchés face au dollar. Hein. Mais ce serait à peu près la même chose face à l'euro. Donc évidemment, votre problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que plus vous imprimez de la monnaie, moins votre monnaie a de la valeur. Donc aujourd'hui, le yen est sur des niveaux très faibles. Est-ce que ça dérange le Japon? Quand vous avez une économie exportatrice, c'est plutôt une bonne chose d'avoir une monnaie faible. Effectivement. Parce qu'effectivement, vous êtes très compétitif par rapport aux Allemands. Une voiture japonaise, une voiture allemande, du coup, une voiture japonaise coûte moins cher si elle est produite au Japon. La différence, c'est qu'aujourd'hui, si on parle de l'automobile, on a en général des constructeurs qui sont des constructeurs mondiaux, mais avec des implantations locales en termes de production. Donc, qui ont des coûts de production qui sont adaptés et en adéquation avec ce qu'on a dans le pays où ils vendent. Tout ça pour dire que scénario japonaise, beaucoup d'économistes en parlent depuis longtemps. On a des similarités
notamment le vieillissement de la population. Il faut pas oublier aussi que la démographie joue beaucoup là-dedans. En fait, quand vous avez une population qui vieillit, vous avez une population qui épargne. On n'a pas beaucoup parlé de ça depuis le début, mais c'est aussi un facteur que regarde une banque centrale, parce que dès lors que vous avez une population vieillissante, elle va anticiper ses vieux jours. Les vieux jours coûtent de plus en plus cher. On le sait notamment avec les EHPAD. Et donc, les agents économiques privés, les ménages, vont forcément épargner plus. Si vous épargnez plus, vous le mettez où votre argent? Dans de l'assurance vie, par exemple. À la banque ou à l'assurance vie, ouais. Si vous faites un contrat d'assurance vie, et que comme vous êtes prudent parce que vous êtes âgé, et que vous n'avez pas envie de prendre trop de risques parce que c'est pour financer votre maison de retraite, vous le mettez sur quoi? Sur du fonds euro. Sur du fonds euro. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du fonds euro? Des obligations. Des obligations, dont pour les 2/3 aux 3/4 de la dette d'État. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que cette période de 2022-2023 sera un épiphénomène dans une tendance à long terme de forte baisse des taux ou de maintien de taux sur des niveaux très bas pendant très longtemps avec une augmentation de la dette des États? C'est largement possible. Le problème se poserait si demain les investisseurs internationaux considéraient une dette d'un pays trop risquée pour investir. Donc c'est-à-dire que selon vous, c'est pas forcément problématique si demain on prend le chemin du Japon? Pas problématique, c'est pas au niveau économique. C'est pas dramatique. On n'a pas aujourd'hui non plus une joie de vivre au Japon qui est extraordinaire. Hein. Je crois qu'il y a des taux de suicide quand même qui sont très élevés. Enfin bon, voilà, c'est sans jugement particulier, mais voilà. Donc ça après, c'est encore une fois d'autres sujets. Sur un aspect économique, on n'a pas une grosse croissance au Japon, on n'a pas pour autant une récession continue. On a un pays qui reste parmi les 4 premiers mondiaux en termes de PIB, en termes d'exportation. Donc voilà, avec de la technologie, avec un savoir-faire, avec de bonnes universités. Donc c'est pas forcément un énorme problème. Le problème, comme je le disais, c'est si jamais demain il n'y a plus d'acheteurs sur la dette. Donc ça, c'est le scénario catastrophe. C'est le vrai scénario catastrophe. C'est parce que là, ça veut dire que votre monnaie n'est plus un élément de confiance de la part des investisseurs internationaux. Si on veut plus de votre dette, on veut plus de votre monnaie. Hein. Les deux sont liés. Là, ça entraîne ce qu'on a vu en Argentine. Donc 2 scénarios. Scénario japonais, scénario argentin. Dans le cas du scénario argentin, mettez des billets sous le matelas, achetez de l'or, de la crypto-monnaie si vous êtes plutôt de la nouvelle génération. Voilà, mais effectivement, dans ce cas-là, on revient à des actifs qui sont des actifs hors système financier. Je pense que les billets sous matelas, si je devais faire un ordre, ça sera en dernier. Peut-être pas en dernier parce que je suis pas un grand fan des cryptos pour autant. Peut-être par mes connaissances du sujet, mais bon, voilà, ça serait, on pourra en parler pendant des heures. D'accord. Il y a eu des similitudes, enfin certaines personnes en tout cas voient des similitudes entre l'or et le Bitcoin. J'ai eu plus ou moins votre avis là-dessus. Concrètement, qu'est-ce que vous en pensez? Concrètement, ce que j'en pense, c'est moi je fais partie aussi d'une génération qui est assez réticente, qui est pas réticente à la crypto, mais qui ne comprend pas, historiquement eu toujours cet effet de l'or en fait, le retour à l'étalon or. Oui. Et on nous a parlé à l'école beaucoup de l'étalon or. On va finir comme on a commencé. On a commencé par le Reichsmark et l'hyperinflation et le fait que les gens allaient chercher de l'or pour éviter l'hyperinflation de la monnaie. Et ça, c'est un réflexe. Mais c'est un réflexe aujourd'hui qui est intéressant à regarder parce que c'est pas un réflexe uniquement de particuliers. Il faut regarder qu'aujourd'hui, les banques centrales, les banques centrales des pays émergents aujourd'hui sont nettes acheteuses d'or et n'arrêtent pas d'acheter de plus en plus d'or. Et là où on a vécu pendant très longtemps avec le système de Bretton Woods, donc 1944 jusqu'à 1971 pour les puristes, puisque le 15 août 71, Nixon a déclaré l'inconvertibilité du dollar-or, mais on est quand même sur le système de Bretton Woods, puisqu'on a une monnaie internationale qui prévaut sur toutes les autres, et qui est le dollar. Si demain, les pays développés que nous sommes, puisqu'on se qualifie comme pays développés face aux pays émergents, pour combien de temps ont trop de dettes, une croissance faible, et qu'en face, on a des pays émergents qui, eux, continuent à avoir une croissance importante, exportent des produits, récupèrent de la devise, et à un moment donné, ils vont se poser la question de ce qu'ils font de cette devise. La crise de 1971 de Nixon est due à la guerre du Vietnam, et également due à un autre phénomène qui a été initié par le général de Gaulle, qui était qu'à l'époque, les émergents, c'était l'Europe. Et on exportait aux États-Unis énormément, donc on récupérait du dollar. Et au bout d'un moment, général de Gaulle s'est posé la question de savoir ce que ça valait tout ce dollar. Et si vraiment c'était convertible en or. Il a demandé la convertibilité. C'est ce qui a donné les réserves d'or
de la Banque de France. Son homologue allemand, à l'époque, Konrad Adenauer, a fait la même chose. Ça a participé à la fin de l'étalon or. Ça n'a pas empêché aux États-Unis de garder une prédominance avec leur monnaie, parce que première puissance économique, première puissance militaire. Si ça devait évoluer demain, il est évident que l'or pourrait reprendre un rôle de valeur refuge. Puis c'est déjà le cas aussi sur l'aspect géopolitique aussi également. Complètement. Et c'est là où ça rejoint la crypto, pour répondre à votre question. Oui, exactement. C'est que vous me dites comparaison hors crypto, les arguments que je donne là sont des arguments qui sont également utilisés au niveau de la crypto-monnaie. La différence, c'est que l'or a déjà été un étalon de monnaie internationale. La crypto ne l'a jamais été. Exactement. Et donc, selon vous, pas forcément de similitude entre le Bitcoin et l'or, si ce n'est potentiellement, éventuellement, le fait que ce seront deux valeurs refuges dans le futur, mais pas forcément de similitude dessus, quoi. Sur leur constitution, non. Ouais. Après, je suis peut-être trop une personne du XXe siècle, pas encore assez du XXIe. C'est ça aussi. Laurent Serra, merci. Bah, écoutez, merci à vous. Bon, on se retrouve très bientôt. On refera ça si ça vous a plu en tout cas. Avec plaisir en fonction de l'actualité. Super. De votre côté, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre une note également. On se retrouve très bientôt. Merci.